Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom. Pour ce nouveau numéro de Radesh Yemenu, eh bien, nous sommes heureux de rencontrer une personnalité que les fidèles d'Adat Shalom connaissent bien, Raphaël Hadas Lebel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous livrer vos réflexions sur l'époque si bouleversante que nous traversons à la lumière d'un parcours personnel et professionnel particulièrement riche. Vous êtes né à Tlemcen, en Algérie. C'était le jour de Pessah 1940, peu avant donc la défaite et l'offensive allemande. Et tout de suite, on se dit, tiens, c'est curieux quand même, que faisait donc cette famille Hadas Lebel en Algérie en 1940? Il y a bien des raisons de se poser la question, mais j'ai eu un père qui sort complètement de l'ordinaire. Il est né en Pologne, du temps de l'Autriche-Hongrie, en Galicie, c'est aujourd'hui l'Ukraine, et il a fait, comme dans des familles très religieuses, des études rabbiniques dans les yeshivot, mais sa particularité, c'est d'avoir fait aussi plus tard des études profanes, comme on dit, de médecine, à Vienne, en Autriche, et à la fin des années 20, au début des années 30, il a eu des problèmes liés au numerus clausus, c'est-à-dire au fait que les autorités autrichiennes refusaient un nombre de juifs trop élevé, et donc il a dû quitter l'université, et il a senti qu'il n'avait plus beaucoup d'avenir. Il est venu en France. Il est allé à Montpellier pour voir si par hasard il pouvait prendre des études, mais les problèmes de comparaison des diplômes étaient compliqués. Donc, peu importe, les choses ont changé, et il a voulu se remettre à utiliser ses études religieuses. Il a vu le grand bain de France, et le directeur du séminaire s'appelait le rabbin Libert, et il n'avait rien à lui proposer. S'il ne parlait pas trop mal français, mais pas très bien, en France, en métropole. Mais on lui a dit, nous avons une proposition à vous faire, de vous envoyer enseigner le Talmud à Alger. Il a commencé donc c'est assez étonnant pour un pauvre juif polonais de se retrouver donc à Alger dans les années 30. Et là, il a commencé à être enseignant. Il était rabbin. Mais quel genre de rabbin était-ce, votre père? C'était un rabbin orthodoxe, mais assez ouvert. Orthodoxe. Assez ouvert, parce qu'il avait fait des études générales qui montrent qu'il avait un début de double culture. Mais il était totalement orthodoxe. Et l'adaptation au monde séfarade, ça n'a pas posé de problème? Non, ça n'a pas été difficile. Il a accepté tout à fait les rites, les cantilations séfarades. Il a accepté, mais il n'a jamais été Chazan en Algérie. Parce que après être allé enseigner le Talmud à Alger, il a accepté un poste de direction d'école religieuse à Tlemcen. Il est arrivé en 1934. Voilà, là où vous êtes né donc. Vos rapports, vous, avec le judaïsme dans cette période d'enfance, vous étiez dans un milieu... Oui, ça je peux dire, c'est tout simple. J'ai une vie séfarade traditionnelle, avec des chassanim, avec des chants,
des chants très spécifiques au rite de Tlemcen. Il y avait il y a plusieurs synagogues à Tlemcen. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un judaïsme classique. D'Afrique du Nord, d'Algérie, qui était quand même assez spécifique absolument, aussi. Ouais. Absolument. Alors vous venez en France, vous, en 1960, pour faire des études. Enfin, oui, c'est déjà avant, mais vous vous installez en France. D'abord, je dois dire que ce qui s'est fait, qui était important, c'est l'importance que mon père accordait à l'étude des autres enfants. Alors pour moi, c'était autre chose. C'était un maximum qui était réclamé. Ah oui. À la fois pour l'école générale, où j'avais de très bons instructeurs et professeurs, parce que la République nous avait envoyé de très 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 bons profs. Mais moi, je devais avoir un système particulier à la maison. Donc, je savais, j'ai appris à lire les mots aux environs de 4 ans. À 5 ans, j'ai lu ma première Haftara. Voilà. C'est pour ça que vous la lisez si bien encore aujourd'hui. Et puis, je devais savoir lire la Bible et la traduire. Immédiatement, il fallait la comprendre. Et quand j'ai eu 9-10 ans, j'ai commencé à lire la Mishnah, le Talmud. J'ai eu une éducation familiale spéciale et très approfondie. Et ça a duré encore des années après ma bar mitzvah, y compris ça incluait la littérature hébraïque du 19e siècle, de la Scala. C'est ce qui est intéressant de la Scala, des lumières juives, et ça m'a initié, même si mon père était extrêmement orthodoxe. Et d'ailleurs, c'est probablement un problème que nous avons ensemble, parce que lui voulait que je sois rabbin, et ça, je ne le voulais pas. Et puis, en plus, j'étais extrêmement attiré par les lumières juives et par ce qu'on appelle en allemand la Wissenschaft des la science du judaïsme. L'application au judaïsme des méthodes scientifiques que donc là, il y a une petite tension entre vous et votre père par rapport à ça. Légère, ça n'a pas été dramatique. Ouais. Il a semblé bien que je n'allais pas suivre exactement les voies qu'il allait. Et effectivement, après avoir fait mon bac à Alger, puisqu'il est allé de Tlemcen d'Alger à la fin des années 50, et après... vous arrivez en France, vous passez une licence de lettres, vous sortez diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et major de la promotion Marcel Proust de l'ENA. De l'ENA, absolument. Vous vous souvenez de l'année ? Absolument. Vous résumez en 2 mots. Mais j'étais venu ici, je vais vous donner une indication. Mon père ne m'aurait pas laissé partir d'Algérie tout seul s'il n'avait pas pu négocier avec quelqu'un qu'il connaissait un peu, qui était le grand Vachini, directeur du séminaire israélite de France, qu'il me donne une fonction de pion, de surveillant, pour les jeunes qui étaient dans le cycle préparatoire du séminaire. Alors c'était très bien, parce que j'allais au lycée Louis Grand et j'habitais rue Vauclair. Rue Vauclin au séminaire. Ouais. Et alors, ça m'a permis de connaître le judaïsme français de la meilleure des manières. Et vous avez redécouvert là finalement le judaïsme ashkénaze. Ashkénaze, absolument. J'ai retrouvé le judaïsme avec le grand Abachili, qui est un homme remarquable, d'une extrême générosité. Et puis il y avait un autre rabbin qui était l'adjoint et qui s'appelait Ernest Guggenheim. Et qui était Ernest? C'est le père de l'actuel grand-père de Paris que j'ai connu quand il avait 5-6 ans, comme gamin. Voilà. Alors, la question c'était sur les études. Bon, encore Sciences Po, l'ENA, major. Est-ce que, à ce moment-là, votre identité juive dans les années 60, donc nous sommes, est-ce que ça comptait? Non, ça posait aucun problème, parce que pour moi, et comme dans toutes les études que j'avais vues, que ce soit en CAD, que ce soit à la fac, que ce soit à Sciences Po, ma religion juive, c'était une affaire privée. Alors, je ne dissimulais rien. Et en particulier, dans le Ouzeron,
la profession de mon père, grand rabbin, était indiquée tout de suite. Je l'avais donné. Je ne estimais rien, mais je n'affirmais rien. C'est une affaire de vie privée. Et à l'époque, effectivement, sans doute la situation était différente de celle d'aujourd'hui par Oui, rapport au oui, judaïsme. non, On non, va c'est en un- reparler. On va en reparler. Je voudrais que vous nous parliez aussi des fonctions que vous avez donc oui, suivies. En 72, vous devenez conseiller technique au oui, cabinet du Premier absolument, ministre, Pierre absolument. Messmer. Alors, vous restez en poste avec C'est- Jacques Chirac de 74 à 76 et avec Raymond Barre de 76 à 81. Donc, ça veut dire que vous étiez, fait 10 ans en Matignon. Presque 10 ans, Vous absolument. étiez un J'ai pilier battu de la un République. record, un record qui est mentionné dans le que sais-je sur Matignon, parce qu'il y a peu de gens qui sont restés avec 3 premiers ministres Oui, successifs. ça veut dire que vous étiez vraiment Donc, le pilier de la de la non pas maison. le pilier, j'étais dans le cabinet. Alors, c'est ce qu'il faut expliquer. Dans le système français, le Premier ministre, c'est le patron de toute la vie administrative du pays. Puisque il est sous les ordres du président, mais la mise en œuvre de la politique, c'est le Premier ministre. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que le président n'a plus la majorité au Parlement, mais c'est le Premier ministre. Et donc, il y a une équipe autour de lui qui est spécialisée. Chacun a une spécialité. Et moi, j'étais chargé d'une partie de la politique sociale du Premier ministre et en particulier de la politique salariale et de la politique contractuelle dans les entreprises publiques. Alors, c'était politiquement extrêmement délicat parce que vous savez, vous devinez qu'une grève à la SNCF, à la RATP, à EDF, à Gaz de France ou bien à Air France, ça pose des troubles graves dans la vie quotidienne des Français. Donc il fallait surveiller de manière très détaillée la politique salariale, il ne fallait pas qu'elle soit excessive, parce qu'on luttait contre l'inflation, mais en même temps, la politique, la manière dont les dirigeants des entreprises publiques géraient leurs rapports avec des organisations syndicales. Alors ça, on comprend votre fonction, mais est-ce que vous avez connu des conflits de loyauté entre vos responsabilités parfois et votre identité juive? Est-ce qu'il y a eu des moments où non, pas du tout. Non, non. Donc, pour la politique sociale, ce fait que je sois resté 9-10 ans, montrait que j'avais la confiance personnelle des premiers ministres successifs. Alors, j'appréciais pas tellement la politique étrangère qui pouvait être appliquée à l'égard d'Israël, déjà sous Giscard, et que c'était la présidence, mais j'ai eu un problème, ou 2 problèmes, sur lesquels j'ai eu à m'exprimer à titre privé. D'abord en 77, c'est une anecdote que je peux rapporter, quand Sadat est arrivé en novembre 77 à Jérusalem, la réaction du Quai d'Orsay était extrêmement réservée, et j'avais entendu le Raymond Barre, le dimanche même où Sadat était à Jérusalem, faire des remarques un peu sceptiques sur cette affaire. Et je trouvais que c'était pas très respectable. vous lui avez Et dit à ce moment-là? le lendemain, je lui ai demandé rendez-vous. Et je suis allé voir, et je dis que vous ayez présenté les éléments de langage, comme on dit, du Quai d'Orsay, je peux le comprendre, mais avec votre culture, le fait qu'un chef d'État arabe, égyptien, arrive pour la première fois à Jérusalem et parle devant le Parlement israélien, ça avait quand même une signification, donc il fallait qu'on dise quelque chose, même si on ne Je comprends pas, changeait c'est pas. pourquoi est-ce qu'il y avait des réticences du côté du Quai d'Orsay? J'ai pas le Parce souvenir. que le Quai Alors que d'Orsay c'était. estime que c'est pas l'opposition, Ouais. Bon. c'est tout. Alors, Et je l'ai revu, j'ai revu 3 années après, à titre, le matin, j'ai demandé un rendez-vous aussi.
Mais ça n'arrivait pas tous les jours. Mm. Je l'ai fait parce qu'on travaillait en conférence. C'est après la déclaration maladroite qu'il avait faite Les en Français 80 innocents, sur les Français innocents. après Copernic, donc Après Copernic, et l'attentat je à Copernic. savais comment ça s'était passé. Il arrivait brutalement d'un long voyage qu'il avait fait. Il était extrêmement fatigué. Et je suis convaincu, et j'en avais parlé avec ses enfants, que j'ai parlé de ça avec les deux enfants de Raymond Barre. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, vous n'étiez pas très à votre aise, vous n'avez qu'à dire qu'on vous a mal compris et que vous étiez fatigué. Mais finalement, c'était pas son genre de reconnaître qu'il était fatigué. Il m'a dit, mais vous croyez pas que je suis antisémite? Il m'a parlé de ses professeurs de droit, d'économie juifs, mais c'est pas un argument. Il avait de très bons amis juifs. Soyez, Et même il y avait des juifs à Matignon. Voilà. Alors, non, mais là, il est très attaché à la politique extérieure de Gaulle. Ouais. Parce qu'il se présentait comme gaulliste et donc il suivait la politique. Et je trouve qu'il a eu tort parce que quand il a essayé de se présenter plus tard à la présidence de la République, ça n'a pas beaucoup de succès, ouais. mais véritablement, ça lui est ressorti. Ouais. Et je lui ai dit, c'est idiot que vous fassiez ça. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. J'ai été très direct avec lui et je l'ai redit à ses enfants. Voilà. Alors, en 80... mais ça ne mettait pas en cause le travail que je faisais, puisqu'il était pour moi un élément très positif et qui me faisait penser un peu à Tikkun Olam. Ah bon. Je pensais qu'améliorer la politique sociale en France, c'est réparer un peu certains problèmes dans le fonctionnement de la société. C'est une manière de travailler qui était très importante. Il fallait connaître les dossiers, il fallait écouter les gens, les autres administrations, les organisations syndicales, avoir des objectifs qui étaient ceux du Premier ministre et les mettre en œuvre. C'est un travail important que j'ai fait pendant 10 ans, mais plus tard, j'ai eu d'autres activités, mais qui étaient un peu dans le même effet. Voilà, donc rapidement, on passe en revue parce que vous avez fait beaucoup de choses. 84, chargé de mission, puis rapidement secrétaire général du groupe pétrolier Elf Aquitaine. Oui, c'est-à-dire que je voulais, après avoir quitté Matillon, appliquer les principes que j'avais mis en place quand j'étais à Matillon. 94, vous devenez directeur général de la chaîne publique France 2, sous la présidence de Delcavache. Oui, absolument. Ça vous a plu cette expérience à France 2? C'est une expérience compliquée. Compliquée, mais passionnante. Compliquée. 2003, vous êtes nommé président de la section sociale du Conseil d'État. C'est ça. Et là, vous continuiez de concilier votre pratique juive avec ses fonctions officielles à cette époque-là, dans la fin du siècle dernier. Les pratiques juives faisaient partie de ma vie personnelle, mais ce n'était pas en rapport étroit avec ma vie administrative, ce que je faisais de manière extrêmement sérieuse, mais on n'en doute pas. Non, ça n'avait pas à être mêlé. Et quand il y avait un risque de désaccord, comme dans les cas que je vous ai dit, je l'ai fait. Quelle est votre conception de la laïcité, Raphaël Hadas-Lebel? Oui, je suis très attaché à la laïcité parce que la laïcité, c'est un moyen, en quelque sorte, d'émanciper les institutions de l'État des interventions d'abord de la religion catholique. Ça a été le cas de la loi de 1905. On dit l'État est indépendant de la religion. Il y a une liberté religieuse de tout le monde et le judaïsme avait extrêmement bien accepté la loi de 1905, comme les protestants. C'est le même modèle du consistoire. Et je signale que le monde chrétien catholique a attendu 15 ans, 1921, pour appliquer les lois. Il y a eu un accord avec le Vatican en 1921. Et le problème s'est reposé à cause du
du poids de l'islam en France, dont certains envisageaient d'imposer à les valeurs qui étaient les leurs en particulier à l'école. Et ça a été en 1989 l'affaire du voile islamique que le ministre de l'Éducation, avec qui j'en ai parlé à l'époque, plus tard, M. Jospin, a essayé de régler la question en consultant le Conseil d'État. Et ça n'a pas marché. En 1989, ça n'a pas marché. Et il a fallu que l'État, le gouvernement se saisisse et fasse voter une loi qui, je crois, s'applique bien aujourd'hui, qui est la loi de mars 2004, qui permet la libre expression religieuse, sauf les signes ostentatoires. Dans l'ensemble, cette loi s'applique. Cela dit, pour les Juifs... Il y a des problèmes de frontières comme les abayas pour les Juifs. Ça ne pose pas de problème. Oui, sauf que le problème, c'est qu'il y a eu un raidissement, malgré tout, de cette laïcité, du fait qu'il ne fallait pas... C'est la même, c'est pas un raidissement. Ce qu'il y a, c'est que quand le problème des Juifs pratiquants se posait à l'époque, il y avait surtout quand c'était les bons élèves, il y avait des arrangements. Voilà, pour les examens, tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que toute concession de l'éducation, c'est que ces concessions seront exploitées par les musulmans et donc ils peuvent plus. Ces arrangements personnels sont plus complexes. Ils sont plus difficiles. Alors, vous avez longtemps fréquenté les synagogues consistoriales. Oui. Donc vous étiez rêvé à Vauclin notamment, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et puis vous avez adopté cette synagogue ici même, à Dat Shalom, depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui pourquoi vous avez choisi cette choule et cette choule m'a sorti ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais intéressé par les aspects réformateurs du judaïsme, comme je voulais réformer la politique sociale. Moi je ne supportais pas la situation des femmes dans le judaïsme orthodoxe, et en particulier, quand mes enfants, parce que j'ai à la fois des filles et un garçon, quand j'ai dû organiser les bat mitzvah de mes filles, le judaïsme orthodoxe ne leur offrait pas la possibilité de faire la même chose que les garçons. Notamment lire la Torah. Lire la Torah. Et j'avais trouvé un compromis avec le rabbin Shekrou à la Victoire. Mais on n'a pas pu Et donc j'ai dit, il fallait franchir le pas et avoir un judaïsme qui accorde la même liberté d'action aux femmes qu'aux hommes. Ça a été un des arguments majeurs, plus le fait que j'étais attaché à la connaissance du judaïsme, une connaissance libre que permet le judaïsme assorti, que ne permet pas le judaïsme orthodoxe. Voilà, ce qui explique que donc vous êtes dans ces synagogues depuis une quinzaine d'années, sans doute c'est la période la plus longue aussi sur la plus longue, mais une partie j'étais en action, mais depuis maintenant 75, je suis à la retraite, donc je suis plus libre. Ouais. Mais j'ai pas eu, je peux vous le dire, parce que vous posez la question, je n'ai pas de difficulté avec mon judaïsme de réussir mon activité professionnelle. Et, le social était important, la section du Conseil d'État et le Conseil des retraites. Je dois dire que le fait que j'ai présidé le corps pendant une période permis à certaines des réformes de se réaliser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quel est votre rapport à Israël, Raphaël Hades-Lebel? Est-ce que le terme d'Alia fait partie de vos préoccupations actuelles? Non, je me sens totalement citoyen français, mais je considère que la création d'Israël est un miracle exceptionnel. C'est le retour de ce qui avait disparu depuis 2000 ans.
et que ce retour ait lieu 3 ans après la fin de la Shoah est un miracle dont il faut être extrêmement reconnaissant. Et donc, je suis citoyen français, mais j'ai un vrai attachement à Israël et j'estime qu'il n'y a aucune contradiction. Et je ne veux pas consacrer trop de temps, mais il n'y a pas de problème de double allégeance. Et je vois certains responsables juifs qui prennent position sur les problèmes politiques actuels, ils n'ont pas à le faire, ils sont citoyens français, Et ils aujourd'hui, ne sont pas citoyens israéliens, ils n'ont pas d'opinion publique à formuler sur la manière dont les Israéliens réalisent, pratiquent la guerre qui leur est imposée. Et je et répète, donc vous n'êtes pas de ceux qui critiquaient Israël depuis Paris, non, la politique certainement gouvernement. pas. Je n'ai pas à le faire. Elie Wiesel disait, je crois que ce silence, c'est le prix à payer du fait qu'on ne peut pas s'en allier. Ouais. C'est très logique, c'est très cohérent. Alors on va terminer, Raphaël Asselbel, entre 2006 et 2015, vous avez présidé le Conseil d'orientation des retraites. Oui. Et vous l'avez prise donc officiellement très tard, hein, votre retraite. Est-ce que vous À êtes vraiment à 75 ans. est-ce que vous êtes vraiment à la retraite À aujourd'hui? 75 ans. Presque entièrement. Et je dis simplement, ce que j'ai aidé comme président du corps, d'abord, d'éclairer sur la même méthode. C'est-à-dire les éléments du diagnostic, qui est une discussion entre patronat, syndicats, externes gouvernementaux, une discussion sur les chiffres, sur les réalités, et ensuite on peut être en désaccord sur la solution. Mais au moins, il y avait un accord sur le diagnostic. Aujourd'hui, ces dernières années, il n'y a plus, et je le regrette, il n'y a plus d'accord sur le diagnostic. Et sur les solutions, on peut discuter. Je considère que dans notre système, qui est un système par répartition, c'est-à-dire où c'est les actifs qui paient les retraites des retraités, on a un problème majeur qui est le problème du rapport entre le nombre des actifs qui payent et le nombre des retraités qui augmentent. Or, ce nombre qui était un rapport de 3 à 1 en 1980, et aujourd'hui c'est de 1 à 1,7. Ça rend nécessaire des discussions et des réformes. Alors on remarque bien que pendant toute votre carrière, vous avez malgré tout une manière juive de gérer les problèmes, oui, je pense de que l'écoute, de la compréhension et absolument. de cette volonté de réparation. Tikkun vous avez je crois que ça vous caractérise, ça fait l'unité de votre personne, Raphaël Asselbel. Un des principes, je suis un peu réformiste, même sur le plan religieux, mais c'est bien ça. La réforme, c'est de réparer le monde. Et alors ça a d'autres sens c'est plus des rangs kabbalistiques, etc. Mais moi, j'y vois un sens pratique. Réparer le monde, et le monde existe, mais à tout moment, on peut l'améliorer. Merci beaucoup pour cette leçon de vie et cette leçon aussi pour chacun d'entre nous, d'aborder les choses comme vous l'avez fait tout au long de votre carrière. Et puis, bon, bah, vous continuez, j'imagine, vos activités aussi. Vous avez des projets, vous avez des souhaits pour les années qui viennent? Non, à mon âge, il est difficile d'avoir des projets actifs d'avenir. Je joue parfois un rôle de conseil, mais on veut être ouvert au monde. Et ça, j'ai toujours voulu être ouvert au monde, mais on peut l'être de manière plus ou moins active. Mais cette ouverture au monde, c'est un des principes de ma vie. Et votre père aurait été fier de vous, j'imagine, de ce que vous avez Je pense, mais
Oh, il aurait aimé que je sois rabbin. Mais ça, c'est satisfaction, il n'aura pas eu. Peut-être pour la suite. Merci beaucoup, Raphaël Aulas-Lebel. Merci à tous pour votre attention.